bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps de rentrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. C'est la rentrée et on a eu le temps de recharger nos batteries pour repartir du bon pied. On vous propose une nouvelle collection consacrée à une œuvre qui a révolutionné le monde des séries à la télé. Attention, on s'attaque à un gros morceau. Dans les 4 prochains épisodes, on va parler des Sopranos. Pour passer cette série culte à la moulinette, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Ici, on a déjà parlé de séries qui abordaient le thème de la famille, les Simpsons ou Breaking Bad par exemple. Avec les Sopranos, ce n'est pas une mais 2 familles dont il est question. On y suit Tony Soprano, un parrain de la mafia italo-américaine du New Jersey. Marié et père de 2 enfants, Tony doit réussir à concilier sa vie de famille avec ses activités criminelles. Une tâche compliquée qui finit par lui provoquer des crises de panique. Résultat, il atterrit chez une psychiatre pour suivre une thérapie. Derrière cette série, un homme, David Chase. À l'origine, il veut tourner un film pour y parler d'un mafieux qui suit une thérapie et a des problèmes avec sa mère, mais son manager lui conseille de changer de format. Ce sera donc une série télé. 1995, Chase signe un contrat avec une société de production. Pour le script du pilote, il s'inspire de sa vie personnelle et de son enfance dans le New Jersey. La Fox est intéressée mais fait machine arrière et c'est finalement HBO qui signe pour un épisode pilote, épisode tourné en 97 avec David Chase lui-même à la réalisation. 1 an plus tard, HBO passe la vitesse supérieure et décide de produire une première saison de 13 épisodes. Le 10 janvier 99, les Sopranos débarquent sur la petite chaîne du câble et c'est la claque. Dès la fin de la première saison, le New York Times déclare que la série pourrait être la plus grande œuvre de la culture américaine de ce dernier quart de siècle. Rien que ça. En France, c'est aussi sur une chaîne du câble que Tony Soprano et ses familles font leur première apparition. La série est diffusée sur Canal Jimmy à partir du 5 septembre 99 et 5 autres saisons suivront. Au total, 86 épisodes et un final diffusé le 10 juin 2007. Succès critique et commercial dès la saison 1, les Sopranos connaissent une belle progression côté audience. Sur la saison 4, la plus suivie, c'est en moyenne 11 millions de téléspectateurs qui se retrouvent devant leur poste chaque semaine. L'épisode final, lui, est regardé par quasiment 12 millions de personnes. Des chiffres inédits pour une chaîne payante et disponible dans seulement 1/3 des foyers américains. Et côté récompense, la série n'est pas en reste. Au fil des saisons, les Sopranos engrangent notamment 21 Emmy Awards, dont 2 fois celui de la meilleure série dramatique et 5 Golden Globes. Et puis, en toute simplicité, les Sopranos est régulièrement décrite comme la plus grande série télé de son époque, voire de tous les temps. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Qu'est-ce que cette série a de si incroyable ? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter ceci. Ce titre, c'est Woke Up This Morning d'Alabama 3. C'est le générique de la série sur les 6 saisons. Alors Rafik, Stéphane, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, qu'est-ce que ça nous évoque ? Déjà, un voyage qui nous invite à quitter la capitale, en fait, ce que nous, Européens, considérons comme le cœur des États-Unis, qui est New York. On le rappelle, voilà. C'est Washington, la capitale des États-Unis. Pardon, oui, merci. Mais en fait, voilà, on sort de cette ville emblématique du cinéma pour aller effectivement dans cet à côté, cette banlieue qu'on visite rarement, qu'on connaît pas, qui est mystérieuse, qui est le New Jersey, et où tout d'un coup on rentre dans une Amérique un peu plus quelconque, un peu moins, voilà. Et c'est un générique, comment dire. Au départ, quand on ne connaît pas la série, on a l'impression que c'est un type qui a fini sa journée de boulot et qui rentre chez lui, puisque ça se termine
par la rentrée de la voiture, voilà, comme pouvaient le faire des sitcoms à l'époque. On n'est pas encore tout à fait conscient qu'on est en train de suivre basiquement un tueur et quelqu'un qui surtout n'opère pas à New York même, mais qui est un parrain de la mafia locale du New Jersey, quoi. Donc c'est ce côté à côté que je trouvais intéressant, et la chanson qui est typique. C'est un groupe c'est un groupe anglais en fait qui a composé cette chanson là, Wake Up This Morning, Alabama. C'est ça, ouais. Comment dire, donc c'est des gars qui sont fascinés par la culture américaine en fait, ces Anglais-là. Donc c'est déjà un regard distant porté sur cette culture particulière. Donc on a déjà on a ces éléments. On est dans un à côté de ce que le cinéma a l'habitude de nous montrer, dans une vue détachée du sujet, et aussi dans des faux semblants, puisque ce monsieur, dans tout le monde qui rentre chez lui, n'est pas finalement un monsieur tout le monde, et en même temps puisque la série va nous révéler que ce type, c'est nous en fait, quoi. C'était pas la chanson qui avait été choisie au départ par David Chase d'ailleurs. Ouais, alors il y a même une anecdote à ce propos, c'est que David Chase ne voulait pas que Les Sopranos s'ouvrent sur un générique. Lui voulait jouer une chanson différente pour chaque épisode, et c'est HBO qui l'a fait changer d'avis en disant que les téléspectateurs auraient besoin d'identifier la série. Il fallait quelque chose de fort pour commencer les épisodes. Du coup, David Chase a réussi à négocier pour que, à la fin de chaque épisode, on ait une chanson de son choix différente. Tout à fait. C'était d'autant plus important que sa culture musicale est assez énorme, très grande. Lui et d'ailleurs Terence Winter, un de ses co-scénaristes, qui plus tard travaillera sur la série Vinyle de Scorsese. Donc c'est des gens qui sont très très impliqués dans les choix musicaux, qui sont des choix narratifs en fait, artistiques et narratifs. Il a été adolescent, il a fait partie d'un groupe de rock. Enfin, c'est sa culture. C'est un mec qui a grandi vraiment dans les années 70 et qui a un background. Je sais que moi, j'ai été stupéfait, je ne sais plus dans quelle saison et dans quel épisode, d'un épisode qui se terminait par la chanson World Destruction de Afrika Bambaataa et Johnny Rotten, que je pensais être le seul sur Terre à connaître, quoi, tu vois. Donc, on va vraiment chercher des trucs très, très particuliers, quoi. Et un autre truc aussi avec ce générique, c'est qu'en fait, on te montre effectivement la traversée du tunnel, aller dans le New Jersey, donc on te montre un petit peu le panorama de New York, puis ensuite le panorama du New Jersey. Et comme c'est une série très contemporaine, il y a un point qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, ils ont retiré, en fait le 11 septembre est arrivé entre-temps, le 11 septembre 2001, et du coup ils ont retiré les plans du World Trade Center. Mais c'est pas une coquetterie comme ça pouvait arriver, enfin une coquetterie, façon de parler, mais une distance en fait vis-à-vis du drame. C'est une manière de dire, en fait, les Sopranos, ça se passe aussi à ce moment-là. Et en fait, quand on passe, je crois, c'est de la saison 3 à la saison 4, le plan disparaît. Comme, en fait, les deux tours ont disparu. Et du coup, en fait, c'est aussi une manière de dire, ça se passe vraiment à ce moment-là. Et c'est un des leitmotifs de la série. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on revient sur des événements de l'époque. Voilà. Et revoir la série aujourd'hui, c'est voir comment les gens prenaient ça à l'époque. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles... la série a longtemps est considérée effectivement comme une œuvre importante sur les États-Unis, sur l'Amérique, à travers la famille, à travers tout ça. Donc voilà. Après, moi, esthétiquement, je sais que j'aime bien le générique parce que j'aime les Sopranos, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère en fait dans la série. À l'époque de sa sortie, ça ressemblait quand même à pas vraiment un générique habituel et traditionnel de séries télé. Alors, bien sûr, HBO, c'était déjà un peu particulier. C'était déjà une chaîne qui avait poussé dans une direction plus cinématographique. Il s'était illustré avec le générique de Oz quelques années auparavant, qui était dans la même veine, très lent, très contemplatif. Enfin, pas contemplatif, mais... Mais ça n'a pas le côté annonce. Attention, la famille, mettez-vous devant votre écran, qu'ont les autres génériques de Manix et je sais pas, Kojak et compagnie, quoi. Ça, on n'a pas ce côté accrocheur. Ouais. C'est plus une entrée douce. C'est pas une fanfare, ouais, c'est ça. C'est totalement anecdotique, mais je pense que ça relève de l'importance culturelle qu'a pu avoir le jeu. La chanson est assez longue, je crois qu'elle fait 5 minutes et 40 secondes. Là, c'est une version très raccourcie qu'on a dans le générique. Et à l'époque où est sorti le jeu GTA 4, qui se passe à New York, enfin dans une réplique de New York, il y avait des joueurs qui s'amusaient en fait à conduire de New York au New Jersey sur la durée de la chanson. Donc c'est pour montrer à quel point finalement c'était rentré très vite dans la culture populaire, quoi.
Et alors c'est amusant parce que tu dis que donc cette série n'a pas fait comme tout le monde au niveau du générique. C'est pas le seul point sur lequel la série s'est illustrée. C'est même la façon qu'elle a eu de se démarquer des autres en prenant à contre-pied ce qu'on connaissait, qui a participé à son succès. Alors, qu'est-ce qui a fait que Les Sopranos, c'est une série qui est radicalement nouvelle à l'époque? Alors, pour expliquer la nouveauté, il faut déjà expliquer ce que c'est que HBO à l'époque. C'est une chaîne câblée qui donc fonctionne sur son public, en fait, ce que l'argent du public. Et c'est une chaîne que les grands consortiums du câble doivent payer pour l'avoir sur leur bouquet, en fait, quoi. Et du coup, ça les rend totalement dépendants de la traditionnelle manne financière de la télévision américaine, qui est la publicité. Et comme on le sait, les séries américaines, elles sont montées vraiment en fonction des pubs. Au niveau rythmique, il y a vraiment une accoutumance qui fait que tous les quarts d'heure, il faut reprendre l'intrigue, faire des entrées et des sorties avant la page de pub, après la page de pub, etc. Bon, déjà, tout ça, c'est balayé dans les séries HBO. On avait déjà eu ça sur Oz, on avait pu le constater, même sur Sex and the City, d'une certaine façon. Il y avait un changement musical, un changement rythmique qui était induit par le fait qu'il n'y avait pas de pub. Donc, on regardait finalement des mini-films. On est sur un format qu'on n'a jamais vu jusqu'ici. Aux États-Unis, surtout, parce qu'encore en France, nous, on était habitués à ne pas avoir les séries coupées par des pubs, et comme on regardait les séries américaines, on s'était aussi habitué à ce rythme sans la pub, en fait. Ouais. Mais là, tout d'un coup, on avait une narration plus fluide, quoi, voilà. Ça, c'était le premier point. Et puis, bien sûr, le deuxième point, c'est la thématique. C'est que ce sont quand même les publicitaires qui déterminent ce qui doit être vu. Ils veulent pas forcément que leur produit soit découvert alors que le spectateur est dans un certain état psychique, en fait. Donc, on malmène pas le spectateur. On lui donne toujours des bonbons dans une série américaine, y compris une série violente. Il y a toujours une morale qui vient s'installer, etc. Là, c'est clairement pas le cas. Et en plus, comme le public qui paye pour ces programmes, donc le public de HBO, c'est par la force des choses un public de la middle class, c'est pas les pauvres. On s'adresse plus directement à lui et à ses problématiques à lui, en fait. Et Tony Soprano, quand on le découvre la première fois, on voit un mec en robe de chambre en train d'aller chercher son journal sur le pas de la maison de sa propriété privée. C'est vraiment un bourgeois, quoi. Lui, on sait qu'il est abonné à HBO, quoi. C'est ça, il a sa grande piscine avec des canards dedans. Voilà. Il a ses flip-flops aux pieds et son peignoir. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas le couperet publicitaire par-dessus fait que, justement, on va pouvoir s'autoriser beaucoup de choses. Et évidemment, le plus marquant, la chose la plus énorme va arriver dès le 5e épisode. Je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais ça a été vraiment un choc dans le milieu de la télévision américaine à l'époque, puisque jusque-là, tous les personnages principaux sont des personnages qui, même s'ils sont un peu des salauds, sont toujours en quête de rédemption, etc. Voilà. Il y a des lignes rouges, en fait, scénarios qui ont été dessinées qu'un personnage ne doit pas dépasser. Alors, déjà, il y a l'adultère qui rentre en compte, mais que d'emblée, on sait que Tony Soprano, il trompe sa femme dès le premier épisode, et qu'elle le sait. Donc ça, c'est balayé. Mais là, vraiment, sur le 5e épisode, il a été très loin, puisque donc, c'est un épisode dans lequel Tony accompagne sa fille qui doit s'inscrire à l'université, et donc c'est tout l'épisode, ils quittent finalement leur région pour aller un peu visiter le pays, quoi, passer d'une fac à l'autre. Et c'est aussi donc un épisode dans lequel on commence à construire la relation entre le père et sa fille, puisque sa fille finalement se demande un peu de quoi son père est fait, quoi. Quel est son travail, en fait. Quel est son travail, même si elle se doute que c'est pas joli. Et elle lui demande: est-ce que tu es de la mafia? Et il lui dit: la mafia n'existe pas. C'est ça. Et donc on est dans un cadre presque de comédie à ce moment-là. Le spectateur est à l'aise, il suit le truc, et Tony, sur sa route, croise un personnage qu'il connaît, un mec qu'il connaît, et il a un choc, et il appelle ses copains dans une cabine téléphonique pour leur dire: je l'ai retrouvé, en gros. Et ce qu'il a vu, c'est une taupe, un type qui a été qui a balancé, voilà. Et qui est sous le programme de protection des témoins, des témoins du FBI. Et il fait ce que n'importe quel mafieux ferait dans cette situation. Il décide de tuer le gars. Et donc il laisse sa fille de côté, et comme il a pas de flingue parce qu'il a pas prévu d'en avoir un ce jour-là, il prend un câble téléphonique et il égorge le type d'une façon absolument abominable. Un type qui, et c'est très important, ne lui a
rien fait. Il le tue parce que c'est une balance, quoi. Et il n'y a aucune autre justification à ce meurtre, quoi, et qui est long, hein, qui dure 1 minute 30 à l'écran, je crois, un truc comme ça, quoi. Et à l'époque, c'est vraiment, quand HBO ont reçu le truc, même s'ils étaient en train de chercher à gratter le public, à aller très loin, à se démarquer de la télévision traditionnelle, ils étaient sur le cul en disant non, mais c'est pas possible. Et Chris Albrecht, donc le responsable des programmes à l'époque, a appelé David Chase paniqué en lui disant mais attends, on commence à avoir des retours positifs sur cette série, le public est en train d'adorer ce personnage et tu le tues, tu le flingues d'emblée, quoi. Et... C'est vrai que ce qu'il faut rappeler, c'est que donc avant cet épisode qui est le 5e de la saison 1, dans les premiers épisodes, Tony apparaît comme plutôt un bon père de famille, il fait des grillades, il a une mère qui est un petit peu relou, mais voilà, il est présenté comme un personnage il est content de humain. voir des canards dans sa piscine. Voilà, exactement, il fait des crises d'angoisse, donc on est vraiment, l'accent est mis sur la possibilité de s'identifier à lui, justement pour les téléspectateurs. Donc forcément, ça va créer un choc d'autant plus violent quand on voit qu'en fait, non, c'est aussi un tueur et il n'a vraiment pas de scrupules. Mais il y a ça, c'est vrai, dans la série, mais aussi c'est parce que c'est le jeu de la série, hein, je pense, hein, tout simplement, avec d'ailleurs pas que Tony. Tony, c'est le personnage le plus fort là-dedans, évidemment, mais pas mal d'autres personnages en fait qu'on apprécie, tout en sachant que c'est des tueurs, certains c'est des voilà, enfin c'est des types absolument abominables, hein, en vrai, dans la vraie vie, on va dire, mais que tu finis par apprécier parce que justement tout le principe de la série, c'est qu'il y a la mythologie du gangster. Et ça, c'est un truc qui est énorme en fait dans le cinéma américain. Évidemment, vu le casting, on pense énormément à Scorsese, on pense énormément au Parrain, mais parce qu'il y a beaucoup de casting en fait parallèles, en fait similaires, en fait semblables. On y reviendra un peu plus en détail dans le 4e épisode de cette collection. Et du coup, il y a un aspect en fait qui est presque comique en fait d'entrée de jeu dans le pitch de départ. Et d'ailleurs, il y a la même année des Sopranos, il y a une comédie qui est sortie, en fait, sur le même pitch. Avec De Niro. Avec De Niro qui parodie son rôle. Et Billy Crystal. Et Billy Crystal dans le rôle du psy. Et en fait, c'est l'idée qu'un chef de mafia puisse avoir besoin d'une thérapie et que, en gros, il ait des crises d'angoisse et que, en fait, sa psy, en l'occurrence, le docteur Nelfi, là, dans la série, lui explique que tout ça est lié aux problématiques qu'il a avec sa mère, que tout ça est lié aux problématiques qu'il peut avoir avec son père qui a disparu, que en fait sa femme elle fonctionne comme ça, que lui il fonctionne comme ça vis-à-vis de ses enfants, et le type en fait ne l'accepte pas parce qu'il est engoncé dans un schéma familial en fait tribal, ultra pas archaïque, mais on va dire qui se transmet de génération en génération en tant qu'immigré italien et qui d'ailleurs en fait prend une forme qui est complètement différente de ce que eux-mêmes dans lesquels de ce schéma dans lequel ils ont grandi aussi, puisqu'en fait la société évolue en même temps et ça peut paraître comme quelque chose de drôle et de comique, mais au fur et à mesure en fait, et là cet épisode 5 le démontre en fait, au fur et à mesure en avance, non, on n'est pas en train de se foutre de la gueule c'est pas un pastiche en fait du film de gangster, c'est pas un pastiche des Scorsese, c'est une manière de dire, comme disait Rafik quand tu le vois se lever le matin en peignoir pour aller chercher son journal, c'est la fin d'une ère mythologique en fait. Et qu'est-ce que c'est la réalité d'être un gangster, en tout cas du point de vue de David Chase. Oui, ça montre finalement une part de réalité, une autre facette qu'on ne connaît pas forcément de cet univers de mafiosi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup l'imagerie du Parrain, des Affranchis. Ça fait partie des thématiques qui sont traitées évidemment dans la série. Et c'est même postmoderne, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'eux-mêmes les connaissent, ces films. Ils les citent ouvertement. Ils les citent régulièrement. Comment dire, je sais plus, c'est quel film qui est le film préféré de je crois que c'est Le Parrain, d'ailleurs. C'est Le Parrain 3. Et que sa scène préférée... Alors, il y a dans Le Parrain, et je sais qu'ils en parlent avec son fils à un moment donné, sa scène préférée, c'est la scène justement où Michael va tuer, va rentrer vraiment dans la mafia, va chercher le flingue dans les toilettes et tuer le type qui a essayé de tirer sur son père, je crois, c'est ça. Mais en fait, et le truc, c'est qu'il cite Le Parrain 3, effectivement, parce qu'il recite cette scène où, à chaque fois, il demande même, je sais plus à quel personnage de l'imiter, il cite Pacino qui dit, à chaque fois que j'essaie de m'en sortir, ils me remettent dedans. Voilà. Et donc, ils le savent, en fait. Ils savent que ça existe, ça les éclate, ils adorent ça. Et en même temps,
ils le sont sans l'être, en fait, ce genre de personnage. Il y a un lien qui est fait entre, on va dire, la nostalgie de ces personnages qui n'ont pas connu les heures glorieuses, entre guillemets, de la mafia, et le public qui est fait, je crois, dès le premier épisode avec le psy, justement, où donc Tony dit qu'il regrette d'avoir jamais connu ces heures glorieuses. Et sa psy lui dit beaucoup d'Américains partagent votre ressentiment. Donc d'emblée, il y a un lien très fort entre vous croyez vivre dans l'ombre de vos aînés, mais en réalité, les gens qui nous regardent en ce moment, ils sont dans la même situation. Donc c'est une série qui interpelle assez explicitement son public, qui encore une fois, il faut le préciser, est un public éduqué. Sur les bouquets du câble où on trouve HBO, c'est aussi des bouquets sur lesquels il y a des chaînes comme le Sundance Channel, etc. On regarde beaucoup de cinéma indépendant, ce genre de trucs. Donc c'est pas des gens qui grandissent avec uniquement le blockbuster. C'est des gens qui lisent, c'est des gens qui vont au théâtre, etc. Donc ils sont habitués aussi à ce que la fiction les interroge. Et ce jeu avec le spectateur, il est placé très tôt dès le début. Et donc, lorsqu'on fait faire cet acte irréparable dès le 5e épisode, Albrecht, il flippe parce qu'il se dit le public va se retourner contre Tony Soprano. Et Chase négocie en disant non. Le public se retournera justement s'il ne le fait pas. C'est-à-dire s'il brise sa parole de mafieux, parce que dans son monde à lui, c'est comme ça qu'on fait. Quand il y a une balance, on la tue. Ça le crédibilise dans sa fonction. Il est engagé là-dedans, dans cette vie-là. Finalement, on peut peut-être boucler cette partie-là en disant que c'est une des premières fois, voire la première fois, que le rôle principal d'une série est confié à un méchant, à un vrai méchant. Alors, pas tout à fait, puisqu'on avait eu justement sur Fox auparavant une série qui s'appelait Profit, merci, qui mettait en scène un psychopathe qui détruit une multinationale de l'intérieur, en se débarrassant de ses membres. Mais par contre, ça n'avait pas marché. Le public, effectivement, de Fox est en mode, mais j'ai pas du tout envie le soir de retrouver ce mec chez moi, quoi. Avec Tony Soprano, effectivement, on est passé dans une autre catégorie parce qu'il a quelque chose d'éminemment, entre guillemets, plaisant et sympathique. Le choix de casting de James Gandolfini s'est fait parce qu'il était déjà très remarquable dans le rôle d'un chef, une sorte de chef mafieux dans True Romance de Tony Scott. Ouais, c'est plutôt un lieutenant, mais ouais. Ça, on en reparlera aussi dans l'épisode consacré au cast. Il dégageait quelque chose qui faisait que... C'est ce qui a servi à sa édition, bien que criminel, on avait quand même envie d'aller boire un verre avec ce gars-là. Donc ça, c'était absolument essentiel qu'il trouve un comédien qui puisse avoir cette aura auprès du public, qui soit donc prêt à le suivre et à accepter tout cet aspect criminel qui va être essentiel dans la série, parce que la série passe son temps à questionner justement l'addiction à la violence de ses personnages, mais du coup, par le fait, l'addiction à la violence du public qui regarde cette série. La série est très méta par moments. Dans son rapport au spectateur, j'ai pas mal lu sur le sujet pour me préparer, et une des analyses que j'ai lues ou entendues, je sais plus, insistait sur le fait que c'est une série qui fait confiance à l'intelligence des téléspectateurs. On est beaucoup dans la symbolique, beaucoup dans l'implicite, et on compte sur l'intelligence des téléspectateurs pour comprendre les sous-entendus et les enjeux. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec le tout premier épisode où Tony se retrouve dans le bureau de sa psychiatre, Dr Melfi, et elle comprend implicitement la nature de ses activités. Elle a compris, mais à aucun moment c'est évoqué directement. C'est un truc qui est très important en fait dans la série, parce que moi en tout cas je sais que c'est très marquant en fait. Il y a deux terrains en fait intéressants qui sont liés à des thématiques en fait de ce que ça raconte en fait les Sopranos. C'est que vraiment en premier degré, premier abord en fait, il y a la logique en fait de la psychanalyse et la façon en fait dont ça va infuser la narration au fur et à mesure. C'est-à-dire que le docteur Nelfi disparaît au fur et à mesure de la série. Elle a juste des petites scénettes comme ça où en fait c'est presque en fait des conclusions de séquences ou des entrées de séquences en fait au fur et à mesure où la saison avance. Mais par contre, on se retrouve dans un vrai terrain psychanalytique avec des rêves, avec des choses comme ça qui en disent long sur la psyché de Tony Soprano. Et il y a aussi l'autre idée qui est l'idée de l'omerta, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, de la même manière que Tony Soprano dit la mafia n'existe pas, c'est-à-dire on n'utilise pas ce terme, on ne révèle pas il y a un autre perso qui parle de oui, je fais partie de la Cosa Nostra, et les mecs disent mais quel crétin dit que la Cosa Nostra existe, en fait, ça n'existe, il faut pas le dire, en fait, il faut pas le révéler, tu vois. Et il y a ce jeu où, quand ils s'appellent, en fait, pour dire à l'un à l'autre, bon, tu te débarrasses de lui parce que c'est un problème, etc. Ils le disent évidemment pas comme ça.
C'est-à-dire, ils le disent en disant, et l'autre répond, alors j'ai bien compris ce que tu me demandes de faire, et l'autre il fait, oui, tu t'entends ce que tu veux entendre, etc. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont potentiellement sur écoute. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a placé ça, en fait, on va dire, dans la narration de la série, tout le reste de la série fonctionne, en fait, sous cet angle-là. C'est-à-dire que, en gros, on en arrive à des stades, en fait, très profonds. C'est-à-dire que, par exemple, Carmela, la femme de Tony Soprano, elle sait qu'elle est cocu depuis toujours. C'est un truc où tous les personnages, en fait, c'est même littéralement un statut social. C'est une idée importante sociale, en fait, d'avoir une maîtresse en plus de sa femme. Mais il suffit qu'il y en ait une qui l'appelle à la maison pour le dire, pour que là, en fait, ça génère, en fait, une situation. Parce que le vrai problème, c'est pas tant qu'elle soit, cocufiée dans ce milieu-là. C'est le problème, c'est que ça se sache. Et donc, du coup, il y a tous ces trucs de non-dits qui font que, la série joue sur, en fait, toutes ces notions-là, et c'est ce qui la rend vraiment, en plus, hyper pertinente en termes d'écriture et en termes de narration, parce que, et moi, je trouve nouvelle à l'époque, quoi. C'est-à-dire que vraiment, les séries télé de cette époque-là, à part peut-être quelques exceptions, je pense à Twin Peaks, par exemple, étaient vraiment, pour le coup, très explicites, en fait, sur ce que ça racontait, avec des personnages qui disent ouvertement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, alors que là, c'est pas le cas, quoi. Et puis l'aspect entre guillemets méta, il avait déjà été tenté sur des séries télé, mais c'est de façon très démonstrative et donc un peu lourde. Là, il est justement naturel, comme le dit Stéphane, justement le fait que dans ce milieu on ne dise pas les choses clairement, que tout doit être sujet à interprétation et que donc du coup le spectateur doit faire toujours l'effort de savoir ce qui se dit réellement derrière les mots, fait que le spectateur aussi se pose la question de qu'est-ce qu'on est en train de me raconter vraiment. Est-ce qu'on est simplement en train de me raconter la vie d'un mafieux ou est-ce qu'on est en train de me raconter la construction d'une fiction, en fait, et pourquoi je regarde cette fiction-là, qu'est-ce que moi je projette de ce que je suis dans la fiction que je suis en train de mater. Ça met en scène une psychanalyse en train d'ausculter un personnage de fiction. Donc la psychanalyse, c'est littéralement ça, on ausculte quelqu'un, mais en même temps, on est en train d'ausculter le spectateur. Il est sur la table, il est lui-même patient de cette psy, quoi. Il sait pas pourquoi il est en train de regarder cette série, mais il a besoin de le faire. Quels sont les mécanismes qui l'y poussent. Donc voilà, il y a tout un truc qui a été posé à l'époque et qui n'aurait pas pu être posé si ça avait été justement une grande chaîne, je sais pas moi, ABC et compagnie, qui fonctionne sur les experts Miami, quoi, si tu veux. C'est avec des enjeux plus simples et qui s'adressent à tous de façon égale. Là, le fait que ça cible un public particulier, éduqué à la fiction, fait qu'on a pu s'autoriser ce renouveau. Et par la force des choses, il faut le dire, mais on en parlera peut-être par la suite, mais David Chase, quelqu'un qui voulait faire du cinéma, il est évident que la notion cinématographique, elle a été vraiment ramenée avec force dans Les Sopranos. Alors, c'est parfait, tu me déroules le tapis rouge pour la suite, puisque je voulais qu'on parle du rythme et de l'esthétique de la série. Et c'est vrai qu'on est sur un rythme qui est lent. Alors, ça nous paraît encore plus lent aujourd'hui, parce qu'on est habitué maintenant à des séries qui ont une dynamique, un rythme plus rapide. Là, on est sur de la lenteur et en tout cas quelque chose qui prend son temps. On va montrer les détails du quotidien. On va prendre le temps. Moi, je pense surtout c'est intéressant parce que je pense surtout que ça sollicite plus le spectateur qu'une série lambda. C'est-à-dire, enfin, de cette époque-là en tout cas. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que pour même rajouter ce que disait Rafik, en fait, sur l'idée que tout soit raconté de manière égale, c'est surtout que les enjeux sont répétés ad nauseum dans ces séries-là, en fait. C'est-à-dire que tu pars, oh putain, il y a la coupure pub, bon, je peux me lever, je peux aller me chercher un truc, je peux aller aux toilettes, etc. Tu reviens, en fait, on te réexplique ce que t'as pu potentiellement rater 5 minutes avant si t'étais en train de regarder, je sais pas, ton téléphone, ou si t'as reçu un coup de film et que t'arrêtes pas la série et tout. Là, Les Sopranos, c'est pas ça. Les Sopranos, ça te demande vraiment de t'asseoir, de regarder, et plus la série avance, et plus elle faisait ça. C'est-à-dire vraiment, il y a l'idée jusqu'à la dernière saison où à un moment donné, si tu ne regardes pas les scène après scène, en fait, ce que ça raconte, tu peux être paumé, en fait, dans le truc, parce que, encore une fois, ça exige, en fait, que, tu puisses... Il y a une attention au détail, en fait, au détail qui est importante. Quand tu regardes un film au cinéma, t'es dans ta salle de cinéma, t'as pas de distraction. Donc le truc, c'est que à un moment donné, le film, s'il est bien raconté, normalement, tu le suis avec un certain intérêt. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il y a une grosse distinction, en fait, sur Les Sopranos, et que c'est pas, à mon sens, en tout cas, c'est pas tant une question de rythme plus lent,
plus qu'une question vraiment de devoir vraiment être focus en fait sur la série, quoi. Mais moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et ça fonctionne aussi beaucoup sur la rupture de ton, c'est-à-dire qu'on n'est pas, contrairement à... les séries, habituellement, elles ont un genre dans lequel elles s'inscrivent, que ce soit donc le policier, l'action et bien sûr la comédie. Avec les Sopranos, en fait, on aussi, quand on parlait de le 5e épisode tout à l'heure, ce meurtre abominable, il apparaît au milieu de ce qui peut ressembler à être un sitcom et une comédie, la relation père-fille compliquée, quoi. Donc ce changement de ton, en fait, le naturel de ce changement de ton, il est effectivement plus proche de ce qu'est le cinéma. Et puis bien sûr, il y a le fait même que ce soit un film de gangster. Le cinéma de gangster américain, il a toujours rempli une fonction assez sociologique, on va dire, puisque finalement c'est un cinéma qui ne fait que parler des valeurs contradictoires de l'Amérique, les affranchis, les parrains, tous les casinos, enfin on pourrait tous les citer, quoi. La mafia, elle est idéale, enfin le monde mafieux est idéal parce que justement il résume tous les enjeux qui tournent autour des États-Unis. C'est évidemment la quête de réussite, la soif d'argent, de pouvoir, la légitimation de la violence pour arriver à ses fins. Le culte de la famille, de l'Église, la détestation de l'État fédéral, beaucoup de choses que nous, Européens, ne connaissons pas forcément, sont englobées en fait dans les valeurs entre guillemets du film mafieux, et du coup, c'est un véritable portrait de l'Amérique qui est en jeu. Et comme Tony Soprano, c'est à peu de choses près le spectateur moyen de HBO, oui, si, quand même. Bon, après, il est républicain ouvertement, tu vois. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a cet aspect-là. Ils le disent, il est pour encore une fois, c'est des détails, mais c'est des détails que je trouve qui accordent une certaine véracité, surtout au moment où c'est sorti, où ouvertement, les persos disent qu'ils ont voté George Bush, y compris à la 2e élection, et donc tu te retrouves dans des trucs un peu... En fait, c'est un peu plus beau, je trouve. C'est une discussion que David Chase et Alan Ball, Six Feet Under, avaient eu justement à ce sujet-là, sur le fait que les libéraux étaient ceux qui créaient des fictions dans lesquelles ils éroticisaient les républicains. C'est-à-dire ils aimaient écrire sur ces personnages-là, mais en fait ils en faisaient des personnes parce qu'eux-mêmes étaient fascinés par la radicalité de leur être et contribuaient à rendre érotique en fait ce qui pour eux est le mal politique en fait, quoi. Alors, il y a un autre élément dont il faut parler. Ça dépeint l'Amérique, mais on a quand même aussi un focus sur la communauté italo-américaine spécifiquement. Les mafieux et leurs épouses qui sont très fiers de leurs origines, qui revendiquent leur identité sicilienne, leur identité napolitaine, etc., qui restent entre eux. Finalement, la série montre qu'il existe aussi encore des communautés fermées aux États-Unis. Et donc oui, pour eux, l'héritage culturel est très important. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une thématique qui apparaît dès le premier épisode, quand je crois que c'est Polly et Silvio se rendent dans cette cafétéria qui a emprunté toute l'imagerie italienne des cafés, etc. Et que l'un des deux commence à critiquer ça en disant « mais ils nous ont volé toute notre culture ». Pour l'exploiter économiquement, pour faire du marketing. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que par exemple, le personnage de Polly, il connaît pas l'Italie, il est jamais allé en Italie, et du coup, il va en Italie pour la première fois dans la série. Et d'ailleurs, apparemment, l'acteur aussi, c'était le cas. Enfin voilà, donc il y a tout un truc où, oui, si tu veux, cet héritage, il est là, effectivement, et c'est une représentation, je pense, en tout cas, certes, narrative et fictionnelle, mais assez, proche. Et surtout, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, toute l'idée qu'il soit républicain, en fait, je pense que ça vient même que c'est un grand truc, en fait, dans ces communautés-là. Enfin, pas dans les communautés à proprement parler, mais dans les communautés du New Jersey, dans le truc, etc., quoi. Mais l'épisode dont tu parles, quand Polly se rend à Naples, c'est très intéressant parce que justement, on voit qu'en fait, il est moqué par les Italiens qui rencontre sur place, qui lui disent qu'il ne comprend absolument rien, il mange n'importe comment. Il ne respecte pas les codes traditionnels. Et donc finalement, il a un petit peu le cul entre deux chaises, pas complètement italien, pas complètement américain. Et totalement. Hein. C'est le terme italo-américain. En fait, il est à défaut d'autre chose, il est cohérent parce que voilà, c'est-à-dire que en gros.
ce sont des personnages profondément enracinés aussi dans l'Amérique, en fait. Et du coup, c'est normal que cette série, elle parle de ça, en fait. Elle parle de l'Amérique, elle parle pas de l'Italie, pour le coup, elle parle pas de la mafia italienne, en fait, comme, par exemple, Parrain 2 pouvait parler de ça, en fait, vraiment, puisque c'est vraiment l'arrivée des premiers immigrés, quoi. Mais là, c'est la fin de course, c'est-à-dire vraiment 100 ans après, que sont devenus, en fait, justement, les petits-fils, en fait, de ces immigrés, quoi. Et par exemple, typiquement, je crois qu'il y a un morceau de musique qu'ils écoutent qui pour eux en fait est un morceau magnifique, alors qu'en fait c'est de la soupe d'opéra italien, en fait, c'est des trucs comme ça, et ça représente ça. C'est comme la baraque, en fait, de Carmela. C'est-à-dire que la baraque de Carmela, tu la regardes de loin, tu te dis ok, c'est une belle baraque, c'est une grande baraque, c'est un symbole de réussite et tout ce que tu veux, etc., etc. Mais tu fais attention. Et c'est du contreplaqué, en fait. Elle est moche, en fait, cette baraque. Certes, il y a une grande piscine, certes, il y a des chambres et tout, mais en fait, c'est une baraque de beauf, quoi. Vraiment, il y a un côté, mais beauf, un peu riche, un peu, tu vois, voilà. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant là-dedans, c'est que, ce qui est aussi, moi, je trouve un des trucs intéressants, c'est que l'idée, en fait, quand on regarde les films de gangsters mythologiques, c'est que c'est des gens, en fait, qui font parce que c'est des fresques ou des films, en fait, voilà. On les voit faire des braquages, on les voit faire des grands trucs, etc. Dans Les Sopranos, c'est toujours des tout petits crimes. En tout cas, les premières saisons, c'est vraiment ça. Et presque, tu te dis, en fait, ils n'ont pas d'argent. Tu vois, ils ont un peu d'argent, mais ils n'ont pas tant d'argent que ça. Et en fait, si tu te rends compte au fur et à mesure que l'opulence est là, mais que, en fait, tout ça, c'est un tel travail au quotidien que voilà, c'est ça aussi qui les rend totalement ancrés dans des personnages, finalement, à part le fait qu'ils sont mafieux, ce sont des gens comme nous. En fait. Il s'occupe de traitement des déchets. C'est pas le truc le plus glamour, quoi. Officiellement, ouais. Officiellement. Par rapport à la culture italienne, moi je trouve un raccourci scénaristique génial dans la série, puisque donc ça, comme on l'a dit, ça met en scène les tréfonds psychanalytiques de son personnage, et du coup, il y a des moments où c'est son subconscient qui parle. Et en fait, dans le subconscient de Tony, il y a l'Empire romain. Puisqu'il y a des épisodes où il se rêve en empereur romain, quoi. Et alors évidemment, on comprend que de ses origines italiennes, pour lui, le sentiment de toute puissance et de patriarcat, il est lié à cette imagerie-là. Mais en même temps, c'est fascinant parce que l'Amérique elle-même, au XXe siècle, s'est vue comme l'Empire romain. Tous les films, les Spartacus, les Bénures, etc., si vous les revoyez, ce sont des films qui ne parlent que de ça, que de l'Amérique, en fait. Et de ses rêves de conquête, et en même temps son délire de Pax Romana, qu'on a appelé le Pax Americana, etc. Donc, il a réussi, justement, à travers l'héritage italien aux États-Unis, à trouver l'image parfaite de ce qui travaillait au fond, le subconscient de ce pays, dans cette image de Tony Soprano en empereur romain. Je trouvais ça absolument génial quand il s'est permis cette séquence, en fait. Et puis, effectivement, il y a l'idée qu'on montre, en fait, finalement, toutes les strates importantes, en fait, comment dire, par exemple, il y a l'Église catholique, en fait, qui est vraiment importante, en fait, dans la série. On la montre comme quelque chose, mais comme quelque chose de purement traditionnel, en fait, de tribal. C'est vraiment, voilà. Et du coup, en fait, Carmela, qui a une espèce d'histoire d'amour larvé avec le curé, en fait, c'est des trucs, il y a des trucs quand même assez étonnants et tout, quoi. Il y a aussi cette idée, par exemple, que c'est littéralement, mais impossible pour un gangster d'être homosexuel dans ce milieu-là, et en fait, t'as, je crois, une partie de la saison 6, en fait, qui vraiment joue. Ou de révéler qu'il fait des cunilingus. Oui, il y a ça, mais tout un truc autour de cette image de l'homme qui se rabaisserait à faire plaisir à la femme. Ouais. Voilà, mais il y a aussi ce truc, donc, avec l'homosexuel, où c'est littéralement le type est traqué à cause de ça. C'est-à-dire, il doit s'enfuir, sortir, en fait, du truc, parce qu'il va être traqué juste sur le simple fait qu'il est homosexuel. Et il y a une partie de la saison qui vraiment montre le parcours de son point de vue à ce personnage-là, et qui est, voilà, enfin, qui est et c'est, quelque part, c'est couillu, parce que, en fait, on pourrait se dire, ok, c'est comment dire, mais il y a quelque chose de véridique là-dedans, en fait. Il y a quelque chose parce que eux-mêmes, en fait, ils passent leur temps à faire des blagues homophobes, ils passent leur temps, en fait, à être dégoûtés par ces trucs-là. Et il y a carrément, en fait, pour montrer que ce n'est pas qu'une démonstration qui est liée à ce personnage-là, c'est que plus tard, en fait, derrière, il y a un autre perso qui arrive, qui se fout de leur gueule, qui dit, oh, parmi vous aviez un lieutenant qui était homosexuel, il fait des blagues, et les mecs lui disent, arrête. Et en fait, d'un seul coup, la violence explose, et ils butent le type juste à cause de ça. C'est-à-dire juste parce que le mec leur a fait des blagues. Il y avait un homosexuel parmi vous. C'est même pas qu'il les traite d'homosexuels, il y en avait un parmi vous. Et en fait, les mecs le butent et se débarrassent du cadavre, alors que c'est un lieutenant de New York et tout, juste
parce qu'ils ne supportent pas l'idée. Donc voilà, enfin il y a tout un truc comme ça où ils te montrent en fait c'est comment dire, c'est comment ce milieu fonctionne en vase clos et comment en fait en gros eux assument ouvertement certains trucs qui sont à la fois de l'ordre traditionnel, mais à la fois de l'ordre complètement de pas arriver à s'intégrer en fait dans l'Amérique en grand, quoi. Enfin bon, après il y a tout un tas de trucs, mais ça prend. Là, c'est un exemple spécifique, mais en fait, il y en a tellement. Oui, en fait, il y a énormément d'exemples. Enfin, les thématiques traitées par la série de manière générale vont beaucoup plus loin que simplement des histoires de mafia et de famille. C'est clair. Totalement. C'est même plus des histoires de famille et après un petit peu des histoires de mafia. En fait, je pense que ce qui peut donner l'idée de l'importance de cette série, qui est considérée à juste titre comme celle qui vraiment a lancé la grande révolution télévisuelle et ce qu'on appelait le nouvel âge d'or de la télévision américaine, c'est que Les Sopranos a très très vite, avant même l'arrivée à la 6e saison, été mis sur le podium à côté de ses prestigieux aînés cinématographiques. C'est-à-dire, on parlait du Parrain, de Scarface, des Affranchis et des Sopranos dans une même phrase. Et donc d'emblée, il s'est situé à ce niveau-là. Donc c'est un film en fait de 4600 minutes qui a été diffusé sur 6 ans. Alors, si Les Sopranos sont sur le podium aux côtés des plus grands films de mafiosi, est-ce que cette série mérite son titre de meilleure série ? C'est compliqué, c'est difficile à dire. En tout cas, c'est un socle, en fait. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient pas arrivées aussi dans le cinéma grâce à cette série. C'est-à-dire vraiment dans l'écriture, dans la façon d'intégrer, de populariser en tout cas l'idée de la psychanalyse pour écrire des personnages, pour les développer, etc., etc. Il se trouve que je pense que oui, enfin, en tout cas, c'est clairement une grande œuvre narrative. C'est difficile de dire si c'est vraiment la plus grande série de tous les temps, comme elle peut avoir comme Breaking Bad pouvait l'avoir aussi à un moment donné. Comme d'autres, ça a été tout d'un coup toutes les portes ouvertes. En fait, et ça, les scénaristes généralement ils sont très critiques les uns vis-à-vis des autres. Ils passent leur temps à se chier dessus, mais ils ont tous reconnu avant même la fin de la première saison que là vraiment, David Chase nous a tous libérés. Maintenant, c'est buffet général. Jetez-vous sur tout ce qu'il est possible de faire. Il y a plus aucun interdit, on va dire, narratif après cette saison. C'est ça, et ça, on le voit. La série a vraiment ouvert la voie pour beaucoup d'autres séries qui se concentrent sur des anti-héros. On a cité Walter White dans Breaking Bad, Don Draper dans Mad Men, Dexter. Voilà. On en connaît beaucoup aujourd'hui. Mais même, je parlais d'Alan Ball tout à l'heure qui va faire Six Feet Under, par exemple. Voilà, ça n'aurait pas pu se faire. Il n'aurait pas été aussi libéré dans son écriture complexe de personnages et de leur tréfonds psychanalytiques s'il n'y avait pas eu justement Tony Soprano avant, quoi. Bon, ça c'est dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine on parle de l'équipe en fait derrière le film, c'est ça, non ? On va parler des personnages. Et ouais, maintenant qu'on a bien planté le décor, voilà. On a planté le décor, on sait dans quel contexte l'histoire se passe, on va se concentrer sur les personnages et je sens d'avance que ça va être un défi de faire le tour de la question en seulement 30 minutes, tant on aura de choses à dire. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Sopranos. À très vite.